Saviez-vous que des gens dont vous ne soupçonniez même pas l'existence se battent pour le respect de votre vie privée sur le net ? Contre les gouvernements et autres puissances économiques et politiques qui cachent délibérément des informations uniquement dans leurs propres intérêts ? Eh bien, nous allons, dans ce documentaire, vous présenter ces acteurs de l'ombre qui usent de ce que l'on appelle le Darknet comme terrain de jeu, les cypherpunks. Mais qui sont-ils ? Cette appellation désigne les personnes qui sont intéressées par la cryptographie et qui l'utilisent afin de promouvoir leur vision au reste du monde. Ils sont contre la censure et la surveillance des différents gouvernements. Pour eux, il est impensable qu'une quelconque autorité puisse leur dicter des règles et leur imposer des limites. En des termes plus simples, ce sont des petits génies de l'informatique qui luttent contre la désinformation. Quel est le rôle du Darknet dans tout ça ? Déjà, c'est de façon un peu native l'endroit où ça s'exprime. Après, si on se réfère à ce qu'est le Darknet, c'est typiquement l'endroit où tout est anonyme. Donc c'est clairement un écosystème pour tout le mouvement cypherpunk. Ouais. L'anonymat que procure le Darknet en fait le terrain de jeu idyllique des cypherpunks. Comment décririez-vous le monde avant l'ère des cypherpunks ? Ah, ça c'est une excellente question. Parce qu'il y a bien le marché noir qui remplaçait les achats, effectivement, enfin tout ça. Mais en termes de mouvement de liberté d'expression, vous voyez, c'est compliqué. Parce que moi, le premier truc auquel je pense, et vous allez me dire ça n'a pas grand-chose à voir, c'est le Watergate. C'est-à-dire, j'ai envie de dire à l'époque qu'il y avait des vrais journalistes peut-être, qui avaient vraiment une volonté de faire émerger de l'info. Peut-être que le mouvement est né aussi d'un moment où les autorités, enfin les gens qui avaient le pouvoir ou l'envie d'aller chercher de l'information, de la diffuser, peut-être que ces gens-là, pour une raison ou une autre, soit ils ont disparu, soit ils se sont liquéfiés. On voit bien que typiquement une des conséquences qu'il y a eu du fait qu'il y ait énormément d'informations sur le ClearNet qui circulent, les vraies ou les fausses, ça a profondément dénaturé le métier de journaliste. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, malheureusement, le journaliste, il se réfère plus, quand il mène une enquête, il fait Google, quoi. C'est méchant ce que je dis, mais à une époque, il prenait son carnet, son crayon, ils allaient interroger les gens, ils vérifiaient des sources. Je connais des journalistes, aujourd'hui, vérifier une source, ils ne le font plus, quoi. C'est le numérique qui a mis un terme à ça, parce que le numérique a fait que toutes les infos étaient possibles et imaginables disponibles. Ce n'était pas logique qu'il y ait un marché noir de l'information, un marché caché, pour continuer cette quête, effectivement, de la vérité. Ouais. Pour moi, le Darknet, c'est d'abord été l'endroit où les journalistes encore sérieux pouvaient contacter leurs sources, pouvaient assurer l'anonymité de leurs sources, recevoir des infos et avec la protection de la source, quoi. Donc c'est vrai que ça a eu, j'ai envie de dire, l'âge d'or du Darknet. Pour moi, c'était ça aussi. L'arrivée du net et la prolifération d'informations a provoqué un déclin du nombre de journalistes qui vérifient leurs sources. Le Darknet fut le lieu où les journalistes sérieux se réunis afin de se démener pour dégoter des informations véridiques. Ces journalistes furent les premiers à être concernés par les enjeux de la cryptographie. C'est le début du mouvement cypherpunk. Quels sont les côtés négatifs de cette ère ? C'est toujours le problème de la liberté d'expression. Vous voyez, si vous allez en Angleterre, j'espère que c'est toujours le cas aujourd'hui, il y a ce jardin là qui est je ne sais plus où n'importe qui peut monter sur une chaise et puis dire ce qu'il a envie de dire et il n'y aura pas un flic pour l'arrêter, etc. Si vous y allez, vous allez probablement entendre des trucs qui vont vous défriser les oreilles, quoi. Bon, c'est juste la même chose, c'est-à-dire que les gens peuvent aussi se protéger pour dire tout et n'importe quoi. On peut assurer l'anonymité d'une source quand on est journaliste, on peut assurer l'anonymité d'un complice quand on est cybercriminel ou quand on est terroriste pour juste rentrer en contact avec les gens d'une cellule qu'on va réactiver, etc. Le chiffrement, c'est vraiment se mettre à l'abri. Donc on peut mettre tout et n'importe quoi à l'abri. Les bonnes choses, les choses qui doivent être mises à l'abri, puis les autres. Prenez un couteau, avec un couteau vous tuez quelqu'un, avec un couteau vous pouvez faire une trachéotomie et sauver la vie à quelqu'un. C'est toujours ça, et c'est pareil là, en l'occurrence. La liberté d'expression est un couteau à double tranchant. D'un côté, il permet la libre circulation d'informations, de l'autre, il permet de développer la partie la plus sombre du Darknet, les marchés illégaux, et ce, dans une quasi-impunité. Pourtant, tout le monde cherche cette liberté d'expression.
Mais ce désir se fait devancer depuis plusieurs années par celui de la sécurité, notamment sur le net. Ce que permet la cryptographie et le mouvement cypherpunk. Considérez-vous comme bénéfique l'ère des cypherpunks ? A-t-elle réellement influencé la liberté d'expression et d'information dans le monde ? Les gens aujourd'hui ont envie aussi, dans le vrai monde, d'assurer une forme d'anonymité. En tout cas, dans les sociétés occidentales, il y a un souhait de l'anonymisation. Il faut que vous compreniez que c'est quelque chose qui est systémique. Je m'explique. On ne peut pas le prendre que de l'angle du numérique. Aujourd'hui, regardez, je ne sais pas si vous suivez un peu les préélections. Vous voyez bien que les mouvements de repli sur soi et de protection sont typiquement en politique, on les voit apparaître aussi. C'est-à-dire le truc tout ouvert, la mondialisation et tout, c'est plus des courants qui sont aujourd'hui qu'on voit monter d'un point de vue politique. C'est-à-dire même en politique, ce qu'on voit, c'est que les gens veulent chiffrer en fait. Ils veulent revenir sur une identité, ils veulent revenir se protéger, fermer des frontières, ils veulent plus s'ouvrir, etc. Donc ça se corrèle très bien avec ce qui se passe sur le net ou même dans le ClearNet. Aujourd'hui, on veut chiffrer, on veut sécuriser, on veut des tas de choses. Donc il y a quelque chose de systémique, vous voyez, c'est tout un système qui se met en place autour du besoin de se protéger soi-même, qui dépasse largement le cadre du Darknet. Je pense qu'aujourd'hui, tout le monde réclame sa dose d'anonymisation, sa dose de non, je veux pas que voilà, c'est ma vie privée, a envie que son univers se resserre un peu sur lui en fait. Il y a le mouvement cypherpunk qui dès le début a dit moi j'ai une sphère privée, cette sphère privée je la protège et je veux la protéger, c'est ça quand même, je veux la protéger sur le net, je veux la protéger dans le numérique. Ça aujourd'hui ça se répand partout, parce qu'aujourd'hui, il y a une crise mondiale qui fait que les gens ont le besoin de protection, c'est le besoin qui devient le numéro un. La situation actuelle, elle dépasse presque juste cet enjeu-là, c'est-à-dire que l'enjeu au départ on va dire les choses, parce que c'est ça en fait, cypherpunk, c'est on va dire les choses que les autres ne peuvent pas dire ou ne veulent pas dire, ou on va le faire et on va se protéger pour pouvoir les dire, etc. Aujourd'hui, c'est noyé dans un espèce de marasme où aujourd'hui, très franchement, la seule attitude vis-à-vis de l'information, c'est zero trust. C'est comme en réseau, je veux dire, comme en connexion, machin. Ne faites confiance à rien ni à personne. Même sur le ClearNet, il faut faire confiance à personne. On peut vous dire, ouais, sur le Darknet, attention, on ne sait pas qui tu vas rencontrer. Non, mais déjà, sur le ClearNet, je ne sais pas qui je vais rencontrer. Le nombre de faux profils, de machins, d'arnaques, etc. Il n'y a que ça, tu as envie de dire, mais non, tu cliques sur rien, non. Ben non, ferme ton navigateur en vrai, parce que si tu n'as pas de réflexe de survie de base, c'est même pas dans le dark, quoi. Donc c'est plutôt ça aujourd'hui, la situation, qui fait que au niveau national, supranational, européen, etc., tout le monde essaye d'organiser ce qui avant était inorganisable, c'est-à-dire le web. Hier encore, le directeur du campus cyber, M. Vandenberg, faisait une conf dans laquelle il disait aujourd'hui c'est le Far West. Sur le net, c'est le Far West. Il y a un truc qui se démocratise très clairement si on prend le Darknet, c'est aujourd'hui le malware as a service, quoi. Vous voulez faire chier quelqu'un, vous allez sur le Darknet, vous avez une proposition, on vous livre un malware, on vous livre même le service après-vente si vous n'arrivez pas à l'utiliser, etc. Tout s'industrialise. Donc quand on dit que c'est le Far West, c'est que quelqu'un vous fait chier. Vous allez sur le Darknet, vous n'êtes même pas obligé de le faire correctement, c'est-à-dire sans VPN, sans Tor, si avec Tor c'est obligé, mais sans VPN, sans protection, sans faire l'hygiène de base quand on va sur le Darknet pour vous acheter des trucs et revenir. Vous voyez ce que je veux dire ? À la limite, il faudrait peut-être qu'on parle à un moment d'un Internet gris, quoi. Parce que la division, cette division-là, les us et coutumes du Darknet sont arrivés sur le ClearNet. Voilà. Aussi aberrant que ça puisse paraître, sont arrivés sur le ClearNet quand même aujourd'hui. Alors après, on a transformé l'info utile. On a dit il n'y a plus d'infos utiles. Le numérique, c'est plein d'infos inutiles. Ah oui, sauf que quand on fait un traitement de masse là-dessus, on commence à tirer des conclusions sur le comportement des gens, etc. Ce qui était devenu un lieu de liberté, ça devient aujourd'hui, à chaque fois que vous faites une action sur Internet, un lieu de contrôle. Alors vous allez me dire, ouais, le Darknet, peut-être que justement, ça empêche ce contrôle-là. Oui, aussi toujours, c'est vrai.
Le mouvement cypherpunk est le précurseur d'un désir mondial de chiffrement, de sécurité impliquant les personnes lambda, les politiques, les entreprises et bien d'autres. Ce désir devançant tous les autres a profondément modifié nos sociétés, plaçant l'information comme une denrée précieuse qu'exploitent les plus grandes entreprises au monde. Quel est votre avis sur ce mouvement ? Il y aura toujours dans l'humanité des gens pour résister. Et quand ce mouvement-là arrêtera de résister, si ce n'est pas déjà le cas, il y aura un autre mouvement pour résister derrière. Mais il y aura toujours des gens pour lutter pour la liberté individuelle, la sphère privée, etc. Ça, de tout temps, ça a été. Vous savez, à l'époque où... En Chine, l'unification de l'Empire chinois s'est faite par l'unification de la langue. Et notamment, très régulièrement, ça a inspiré le livre Fahrenheit 451, ils brûlaient les livres. Les empereurs faisaient brûler les livres. Et que faisaient les gens? Ils les apprenaient par cœur. Peut-être que le jour où ça risque de disparaître, vous serez capable de trouver l'énergie pour y arriver parce qu'il faudra préserver quelque chose de votre identité, de votre culture. Donc il y aura toujours des gens pour résister. Aucun mouvement n'atteint son but. Observez-le dans l'histoire, aucun mouvement n'atteint son but. Un truc qui m'a toujours fait rire, c'est quand on dit la Chine communiste ou la Russie communiste. Les deux pays se sont arrêtés à ce qu'on appelle la révolution prolétarienne dans le communisme. Ils ne sont jamais dépassés ce stade-là. Il n'y a jamais eu de pays communiste dans le monde, jamais. Parce qu'aucun mouvement arrive au bout de ce qu'il veut. Je prends cet exemple-là, vous pouvez en prendre d'autres. Vous pouvez prendre des mouvements philosophiques, vous pouvez prendre ce que vous voulez. À un moment, il y a un objectif, on lance quelque chose, on se dit « yes, on veut aller là ». En général, les fondateurs meurent, la deuxième génération meurt, et puis après, on se retrouve là alors qu'on voulait aller là. Et aujourd'hui, en ce moment-là particulier de l'histoire, où justement le numérique, c'est ce qui façonne les aspects sociétaux le plus profondément possible, économiques, social, etc. Là, pour le coup, je pense que plus qu'à aucun autre moment de l'histoire, les gens qui manipulent la technologie, ça vous est directement adressé, ont des cartes en main pour jouer l'avenir de la société. Il y aura toujours des gens pour résister. Voilà une phrase qui résume bien l'idéologie de ce documentaire, une idéologie profondément ancrée dans la nature humaine. Et cela est imagé par l'arrivée des cypherpunks qui a marqué une véritable révolution de notre monde, de notre vision de ce dernier. Les enjeux de la cryptographie et de la sécurité deviennent des pièces majeures de notre époque, et le Darknet ainsi que les jeunes générations en sont ses acteurs principaux. Les notions de liberté d'expression et d'information en sont totalement bouleversées, mais furent nettement améliorées, perfectionnées par ce mouvement avant-gardiste de l'ombre, les cypherpunks.